Bonjour. La relation à l'autre dans toutes ses dimensions est un voyage étrange. Un voyage où je vous propose d'explorer l'intelligence relationnelle. C'est une intelligence sensible que l'on perçoit sans vraiment savoir la définir. Nos sens y participent bien sûr, mais au-delà, notre cœur et notre raison. Et quand l'alliance des deux se présente alors, ça déménage. La vision de cette alliance nous conduit à une vision où l'on pourrait rêver sa vie comme on aspire à la vivre, à la fois dans les pensées et dans les actes. Oui, ça demande un peu de compréhension et de courage. Alors je vous invite à me tenir la main pour ce court voyage d'exploration. Bien sûr, ce n'est que ma vision du monde, on peut la partager ou s'en éloigner, libre à vous. Il y a tant à dire sur ce sujet que je l'ai découpé en deux parties sur deux audios différents. Une première partie sur le sens des relations, une sorte de décryptage des comportements liés aux différents types d'individus que nous rencontrons. À travers la compréhension des signes que je perçois chez l'autre et ce que moi je lui renvoie, tout cela affine mon sens de l'observation et induit des réponses en toute connaissance de cause. Elle peut me permettre aussi d'éloigner les réponses toutes faites et inappropriées. Une seconde partie, plus comme une démarche, un genre de scénario pour construire et rendre vivantes nos relations à travers différents auteurs et philosophes, ma vision, bien sûr, et mon enthousiasme à vous le faire partager. Une sacrée aventure que cette relation à l'autre. On ne nous apprend pas à l'école à vivre sereinement, pacifiquement, même passionnément avec ceux qui nous entourent. Alors, bienvenue dans cet éclairage. Un raisonnement où les émotions sont présentes, où l'on apprend à habiter ce que l'on pense, sans se mentir à soi-même, juste pour être en accord avec toutes les pores de notre peau. Vivre la vie que l'on souhaite avoir. Je suis Pascal Chartrain, directeur du TCIM, auteur, conférencier, coach de vie et hypnopraticien certifié. Bonne écoute. J'ai eu envie aujourd'hui de vous inviter à voyager avec cet autre, connu ou inconnu, pour qui, même si on semble bien le connaître, il y a toujours une part de mystère autour de lui. Il possède une identité avec ses particularités, mais quelque part, intuitivement, c'est aussi un autre qui vous ressemble dans son humanité. Lui reconnaître cela est déjà une première étape. Bien sûr, son apparence physique est différente, mais aussi son caractère, ses pensées, ses émotions et puis ses réactions qui lui sont propres. La première question qui vient à l'esprit, c'est à quoi cela sert d'avoir des relations avec cet autre ? Et puis, tout de suite après, quel type de relation je souhaite avoir avec lui ? Qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle ou bien de passage, il y a toujours une relation qui nous a fait ou nous fait actuellement grandir. Que cela réponde à un besoin d'amour, de sécurité ou pour renforcer l'estime de soi-même, on ne peut se saisir soi-même, tout seul. Elle est donc indispensable à notre construction. Pas à pas, d'expérience en expérience, nous avançons. Parfois à pas de velours ou à grandes enjambées, nous nous transformons au contact de l'autre. Parfois, nous ne voyons rien venir et nous nous surprenons à tomber amoureux ou à rompre, à se fâcher, à être joyeux, à toucher parfois l'extase ou à plonger dans les abîmes de la souffrance. Pas de tout repos, ce toboggan émotionnel. On monte, on descend, mais quand cela s'arrêtera-t-il ? Et d'ailleurs, souhaite-t-on vraiment que cela cesse ? Le fantasme du calme plat et de la tranquillité est une aspiration pour certains. On peut les envier pour un moment, mais rares sont ceux qui voudraient vivre une vie éloignée des autres. Demandez à Robinson Crusoe ce qu'il en pense. La vie d'ermite, elle existe, et est la plupart du temps recherchée, voulue. La vie intérieure est alors à son paroxysme et les personnes qui la vivent s'en portent probablement très bien. Mais il existe d'autres solitudes, plus contraintes. L'isolement, la vieillesse, loin de ses repères. Partout répandu et cette sensation de calme n'est pas toujours recherchée. À l'extrême, certains considèrent comme Sartre que si l'enfer c'est les autres, eh bien là, il faut carrément s'éloigner, aller garder des chèvres en Lozère ou vivre une vie d'ermite dans une grotte du Poitou, par exemple. Alors je précise que j'ai absolument rien contre le Poitou, j'y ai moi-même mes origines. À chacun et chacune son baromètre relationnel et émotionnel.
Rien qui ne soit source de jugement, en bien ou en mal. Juste comprendre et trouver ce qui convient le mieux pour chacun. Pour illustrer ce parcours de la relation à l'autre, je vais vous proposer une métaphore un peu ludique. Rappelez-vous ce jeu de notre enfance au titre rayonnant. 1, 2, 3, soleil. Alors, maître du jeu, vous imposiez une distance selon les règles établies. Vous aviez le pouvoir de sanctionner ceux qui bougeaient quand vous vous retourniez. Et puis, sans pitié, voire même avec une certaine jubilation, vous leur ordonniez de revenir à leur point de départ. Vous défendiez ardemment votre territoire, sûr de votre pouvoir, alternant bienveillance et intransigeance par vos commandements. En gros, la nature des contraires. La question que je vous pose alors, c'est: est-ce que vous faisiez une différence de jugement sur les mouvements des uns et des autres en fonction du niveau de relation que vous aviez avec eux? Favorisiez-vous ceux que vous aimiez et étiez-vous intransigeant avec les autres? Le petit amoureux ou la bonne amie gagnait-elle souvent, tandis que vous laissiez de côté votre ennemi de cour de récréation, que vous aimiez bien voir à la traîne? Votre subjectivité était-elle consciente ou inconsciente? Vos décisions justes ou injustes? Et si tout cela était déjà joué d'avance? Et si vos choix affectifs étaient tout simplement influencés par quelques expériences passées, récentes ou plus anciennes, qui auraient laissé quelques empreintes? Sans être une excuse, juste la prise de conscience de conditionnement qui nous ferait répéter certaines réactions dès qu'une situation proche de la précédente se présentait. Tu me plais, ben je te veux plus près de moi. Tu ne me plais pas, tu ressembles à un tel ou une telle qui m'a fait du mal dans le passé, retourne d'où tu viens. Heureusement, nos conditionnements ne sont pas notre déterminisme. Nos conditionnements ne sont pas notre déterminisme. Revenons à 1, 2, 3 soleil. En tant que maître du jeu, c'est vrai que le pouvoir était en moi, l'autorité s'exerce, les autres s'y plient, gare à celui qui désobéit. On peut choisir ses élus, l'autre devient alors un objet que l'on manipule selon un sentiment du moment. Pas vraiment désagréable en soi, même un peu jubilatoire, mais très cruel pour l'autre qui le subit. Blesser l'autre est une chose. Se blesser soi-même en perdant l'estime de soi, c'en est une autre. Si on inverse les rôles et que vous vous retrouviez dans la posture du simple joueur, alors vos relations pourraient varier en fonction de vos traits de caractère dominants. Élodie Milczarek, sémiologue et spécialiste des signes, nous oriente vers des types de comportements qui nous éclairent pour mieux se comprendre et comprendre encore mieux les autres. Elle définit 4 profils différents et accouplés à des tendances comportementales également bien différentes. 1, 2, 3, soleil. Le conquérant va alors foncer tête baissée. Il ne va penser qu'au but à atteindre, et peu importe les moyens. S'il faut pousser l'autre, lui faire un croche-patte, tout est bon pour satisfaire son ego. L'autre reste un objet dont il faut se débarrasser pour avancer. Le pragmatique, lui, va prendre en compte chaque détail. Surveiller la progression des autres, avancer, calculer le temps du maître du jeu pour se retourner, regarder la grandeur des pas de ses concurrents, voire évaluer la vitesse du vent qui le pousserait plus vite vers la cible. L'autre reste un objet, mais presque mathématique, avec son calcul de trajectoire, de vitesse, qu'il est bon de juger afin d'en tirer meilleur profit. Un autre profil encore, un autre trait marquant de son caractère, le vigilant. La peur est sa compagne de voyage. Peur d'être le dernier, de ressentir de la honte. Peur de tomber, de se faire mal. Peur de voir l'autre tel qu'il est dans son humanité, c'est-à-dire en gros comme lui-même. Et puis, à travers ses défauts, y voir les siens, comme un reflet de sa propre âme. Son fatalisme, son déterminisme naturel le pousse à penser que c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Les autres sont meilleurs que moi. Je ne mérite pas d'être là, mais pourquoi les autres m'ont invité à jouer? Je n'ai rien à faire là. Et puis, le voilà, paralysé, prêt à sortir du jeu. Seule la fuite alors lui semble honorable. Il se sent lui-même objet que l'on peut manipuler à souhait. Enfin, dernier profil, le syntonique.
celui qui est ouvert vers les autres, parfaitement en harmonie avec le jeu et ses sentiments à lui. Lui va se sentir à sa place, prêt à aller jusqu'au bout, mais sans voir en l'autre un adversaire, mais plutôt un partenaire qui va le pousser à se surpasser. Il va chercher à gagner, bien sûr, mais sans affect agressif vers l'autre. Ceci n'empêche pas la combativité et le dépassement de soi, mais il va considérer cet autre comme un sujet au milieu d'autres sujets. Il cherchera à l'observer, non pour le juger, mais pour le comprendre, pour tenter de contribuer ensemble, avec lui, à l'esprit du jeu et à faire de son mieux pour avancer, juste pour le plaisir de jouer et d'être ensemble. La position prise à travers les règles et l'esprit de ce jeu reflète bien les postures que l'on peut prendre dans le jeu psychologique des relations aux autres. Évidemment, des sous-modalités existent et nous ne sommes jamais entièrement conquérants, pragmatiques, vigilants ou syntoniques. C'est juste reconnaître un sémiotype dominant et puis y observer des nuances. Par ce biais, on se rapproche de l'intelligence relationnelle, car il s'agit bien d'une intelligence parmi tant d'autres. D'ailleurs, je vous renvoie à la théorie des intelligences multiples. De mémoire, il doit y en avoir 8, donc si cela vous intéresse, vous pouvez toujours aller les consulter sur Internet. Précisons un petit peu ce que c'est que l'intelligence relationnelle. On a dit tout à l'heure que c'était peut-être la petite sœur de l'intelligence émotionnelle. Elle y puise une manière d'être et de se comporter dans le respect de l'autre en tant que sujet, et non l'autre comme un objet que je peux mettre dans ma poche ou sur la dernière étagère d'un placard. Et oui, cet autre, il est unique. Il a une identité bien à lui, un prénom qui résonne, des croyances qui l'animent et un cœur qui palpite au gré de ses pensées. Mais ces pensées, y ai-je vraiment accès? Qui est-il au fond? On pense bien sûr le connaître, cet autre qui partage notre vie. Mais à moins d'être en fusion totale et penser et agir en miroir de lui, il garde quand même la capacité de toujours me surprendre. Un mot de travers ou un mot doux. Une réaction incontrôlée de colère ou au contraire, une sagesse à la Gandhi et une tendresse sans limite de douceur. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Cette citation de Michel de Montaigne ouvre les mystères de l'intelligence relationnelle. Atteindre ce degré de réjouissance que l'autre existe et que cela suffise à notre bonheur. Et puis, pour se réjouir, il faut être présent à ce qu'on habite. Une présence physique, incarnée, et puis le désir d'apprendre de l'autre, qui va favoriser la relation. Cette présence, elle peut être accordée, ou bien elle est celle que l'on accorde. Outre la présence physique rapprochée, il y a de la présence du cœur, éloignée parfois, mais tout aussi prompte à faire mentir l'adage « loin des yeux, loin du cœur ». Pas forcé de se voir tous les jours pour s'aimer et se respecter. Et puis qu'est-ce que c'est que le respect? Le respect, c'est aussi le respect de la temporalité de l'autre. Il faut du temps pour s'apprivoiser. Le petit prince de Saint-Exupéry et son renard sont curieux l'un de l'autre. Ils partagent avec patience leur observation mutuelle. Ils cherchent à se comprendre, sont à l'écoute de leurs ressentis. Ils sentent qu'ils ont besoin l'un de l'autre et, petit à petit, construisent leur future relation. Et puis, quand le langage s'invite entre eux, l'échange a lieu, apportant son cortège de ressentis et de besoins qui s'expriment. La relation s'installe. Les apparences sont trompeuses, entend-on. Alors, une fois passée cette barrière des apparences, la relation devient une promesse. Une promesse à construire et à incarner. Non, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est juste celui d'une humanité entendue, volontaire et bien décidée à se faire entendre. Avec les autres, bien sûr. Mais c'est pas toujours facile. La formule de Jean-Paul Sartre qui nous affirme que l'enfer c'est les autres est toujours bien présente dans nos esprits. Quand l'autre me dépasse dans la file d'attente ou quand il me fait une queue de poisson, quand il me double, je peux me mettre en doute son humanité. Là, je peux le voir comme un autre, juste là pour atteindre à mon intégrité. C'est un ennemi potentiel, sans foi ni loi, dont je dois me méfier sous peine de souffrir. Oh là là, je sais que c'est un peu angoissant tout ça, on se croirait dans un film avec Sharon Stone, Basic Instinct, quand elle sort son pic à glace pour sacrifier son amant. Mais il n'y a pas que la violence physique. Il existe aussi une autre forme de violence, plus insinueuse, mais qui fait tout aussi mal. L'autre qui peut subir l'indignité et ses conduites méprisables. Cet autre qui peut subir le silence, qui nie l'humanité de l'autre. La vulgarité des mots, mais surtout celle des pensées. La perversité
et cette tendance à répandre le mal avec de la honte et de l'humiliation qui nous font rougir. Tout ça, bien sûr, existe, mais faisons confiance à notre talent d'observateur aiguisé pour le repérer avant de le subir. Et puis, si cela se présente, alors l'éloignement, la séparation est nécessaire. Casser une relation, ne pas l'engager est parfois l'unique solution. Mais sortons du côté sombre et reprenons des couleurs, celles d'une vie que l'on choisit en toute liberté et heureux de vivre avec les autres. Paulo Coelho, dans son roman L'Alchimiste, nous ouvre des pistes pour rêver en grand. Il nous dit « Accomplir sa légende personnelle est la seule obligation de l'homme. » Et j'ajouterai qu'une légende ne se construit pas tout seul, mais entouré de plein d'autres rêveurs qui ont appris, comme vous, comment s'accomplir dans l'altérité. Et si on devenait tous des alchimistes en herbe? Sans avoir la prétention de faire le tour sur tout ce qui concerne l'intelligence relationnelle, le prochain audio vous proposera une démarche qui facilitera l'approche et le vécu des relations présentes et à venir. Une communication qui aurait pour vision l'intelligence relationnelle et qui pacifierait nos relations, voire les sublimerait. Pour pouvoir continuer avec cet autre, l'aventure de partager un bon dîner, une promenade en bord de mer, une conversation sur un banc dans un jardin ou un jeu, comme 1, 2, 3, soleil. Quand nos différences viennent à s'exprimer et que 1, 2, 3, le soleil nous illumine et pense nos blessures, comme il est doux de retrouver son âme d'enfant. Comme dans ce temps où nous laissions les autres exister, comme ils sont, sans imaginer les changer, pour être juste à côté d'eux. Et même si parfois ils nous font des misères, accepter que nous pourrions en faire de même, sans forcément se condamner ou s'en vouloir. Je ne peux pas finir sans relayer un très beau texte du philosophe Lévinas, que j'ai entendu dans un podcast récent et qui m'a inspiré. Si j'ai changé en te rencontrant, c'est que j'ai rencontré l'altérité en toi, mais aussi en moi. Avant de te rencontrer, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas non plus qu'existait en moi cette part de moi. Tu m'as appris qu'il n'était pas trop tard en moi pour cette part de moi. Voilà, je vous remercie de votre écoute, qui est le plus beau cadeau que l'on puisse me faire, car offert à la décision et à la liberté de chacun. Alors, belle journée ou nuit, selon.